Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur cette actualité de 22 h au sommaire de l'actualité. Dans l'actualité nationale, prise de contact de la directrice régionale de la Banque mondiale. Et enfin, dans l'actualité régionale, le gouvernement et les Houthis s'engagent sur une trêve sous condition à Hodeïda. C'était l'actualité nationale au sommaire de l'actualité. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu en audience ce jeudi plutôt dans la matinée dans le salon d'honneur de la primature, Mme Marina Ouess, directrice régionale de la Banque mondiale pour l'Égypte, le Yémen et Djibouti. Introduite par M. Atousek, représentant résident du groupe de la Banque mondiale à Djibouti, Mme Marina Ouess était accompagnée de deux proches collaboratrices dont Tracy Marie Long, responsable du programme, et Marie-Laure Sanchez Puerta, responsable du programme pour le développement humain en Égypte, au Yémen et Djibouti. Par ailleurs, l'audience s'est déroulée en présence du ministre des Finances de l'Industrie, M. Ilyas Moussadouale, et des proches collaborateurs du Premier ministre, à savoir le directeur de cabinet, M. Youssouf Aoul Farah, et le conseiller technique, M. Ali Silaï. Cette première prise de contact de Mme Marina Ouess a été l'occasion pour le Premier ministre de lui souhaiter la bienvenue et un plein succès dans ses nouvelles fonctions. Prenant la parole, Mme Marina Ouess a remercié le Premier ministre pour son accueil chaleureux, sa disponibilité, s'est dit prêt à travailler et à collaborer étroitement avec le gouvernement djiboutien. Par la suite, l'entretien a porté essentiellement sur le portefeuille d'activités de la Banque mondiale à Djibouti, dont l'énergie et le développement du secteur privé. M. Abdelkader Kamel Mohamed a exposé les actions entreprises, les réformes engagées par le gouvernement djiboutien dans l'atteinte des objectifs de son plan de développement à long terme. Quant à la directrice régionale de la Banque mondiale, elle a salué les efforts de Djibouti dans la mise en œuvre des efforts de réforme du gouvernement de Djibouti. Mme Marina Ouess a illustré ses propos en mentionnant le classement du Mondial Doing Business dans lequel Djibouti a fait un bond qui l'a propulsé dans la liste des 10 pays les plus réformateurs dans le monde. D'autre part, Mme Ouess a mentionné le projet sur le capital humain lancé par le groupe de la Banque mondiale. Celui-ci consiste à accélérer l'accumulation de capital humain en s'efforçant d'identifier et de soutenir des investissements et des politiques plus efficaces, à même de le renforcer, d'améliorer les moyens et de les mesurer. Le Premier ministre et son hôte du jour ont également abordé d'autres projets tels que le potentiel de l'économie numérique, l'émergence de nouveaux modèles économiques qui offrent aux entreprises privées de nouvelles perspectives sur ce dernier point. Mme Ouess a cité le rôle de la clé de la Chambre de commerce de Djibouti. Par ailleurs, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a souhaité l'accélération de différents programmes en cours d'exécution et l'alignement de la stratégie de développement de la Banque mondiale sur la priorité de développement identifiée par Djibouti. Les Djiboutiens gèrent mieux le port de Doralé que les Émirats de Deepay World. C'est le propos de Dixit, le chef de l'Africacom. Le chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africacom, le général Thomas Waldhauser, a, dans le cadre d'une déclaration récente faite devant une commission du Congrès américain, indiqué que le port de Doralé fournit aujourd'hui qu'il est géré par les Djiboutiens meilleures prestations que du temps où il était géré par la société émirati DP World. Depuis que la gestion du port de Doralé a été retirée, société DP World, et ce sont les Djiboutiens qui ont pris la place relevée et non les Chinois comme on entend parfois ici ou là, a dit en substance le général Waldhauser. Il a de ce fait réassuré le Congrès de son pays que l'acheminement des produits marchandises destinés à la base américaine de Djibouti se fait dans la garantie sécuritaire la plus totale. Il a ensuite mis en profit cette tribune pour se réjouir du délai plus rapide que lesquels sont livrés aujourd'hui où le port de Doralé est géré par les Djiboutiens, les matériels destinés à la base américaine à Djibouti. Il a par ailleurs précisé d'atteindre ces informations des sources sûres et multiples parmi lesquelles l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Comme chaque année, le 6 février, la République de Djibouti, à l'instar des 29 autres pays, célèbre la journée internationale Tolérance Zéro pour une éradication du MGF dans la pratique de l'excision des jeunes filles. Cette année, elle avait pour thème Génération future sans mutilation génitale féminine qui s'est déroulée au siège de l'UNFD hier après-midi. Cette cérémonie a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan, la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hassana Belil, était la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Zainabou Mohandé,
La coordonnatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi, une responsable du FUNUAB, Mme Amina, des ulémas, des représentants des associations des femmes et des étudiants. La directrice de la famille du ministère de la Femme, Mme Fouzier, a fait une présentation de la vision de la stratégie abandon de toute forme d'excision. Les mutilations génitales féminines recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à laisser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Elles sont reconnues au niveau international comme étant une violation de droits fondamentaux des femmes et des filles. Ces pratiques violent également leurs droits à la santé sexuelle, reproductive, à la sécurité des MGF, sont principalement pratiques dans 30 pays de l'Afrique. Une fois de plus à l'action, afin de continuer à œuvrer ensemble dès maintenant et en accentuant l'implication des différents acteurs pour en effet permettre aux enfants, aux filles d'aujourd'hui et de demain de vivre dans un monde sans MGF. Les mutilations génitales féminines trouvent leur origine dans les inégalités et les déséquilibres de pouvoir entre hommes et femmes. Situation renforcée par le peu de possibilités offertes aux filles et aux femmes de réaliser pleinement leur potentiel et leurs droits. Environ 200 millions de femmes et de filles font aujourd'hui l'objet de cette pratique dangereuse et chaque année, près de 3 millions de filles y sont exposées. Les objectifs du développement durable prônent l'élimination de mutilations génitales féminines d'ici à 2030. La vice-présidente de l'UNFD a indiqué que la mutilation génitale féminine est considérée comme une violation des droits de l'homme et constitue une pratique néfaste profondément enracinée dans les coutumes de notre société. Comme nous le savons, a-t-elle déclaré, nos jeunes filles continuent de subir de nos jours ces actes ignobles ayant aucun fondement religieux et fortement nuisibles à leur santé. Écoutons-la. Est considérée comme une violation des droits de l'homme et constitue une pratique néfaste profondément enracinée dans les us et coutumes de notre société. Comme nous le savons, nos jeunes filles continuent de subir de nos jours ces actes ignobles n'ayant aucun fondement religieux et fortement nuisibles à leur santé. Chaque année, à la date du 6 février, la République de Djibouti, à l'instar de 29 autres pays, célèbre la journée internationale Tolérance Zéro, pour une éradication totale de la pratique de l'excision de jeunes filles. Cette année, le thème retenu par les Nations Unies est « Génération future sans MGF ». De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille a souligné que cette journée internationale tolérance zéro, mutilation génitale féminine, que ce plus de 40 ans, la femme djiboutienne, a-t-elle dit, à travers l'UNFD, lutte contre les MGF. Le gouvernement a promulgué une loi condamnant cette pratique. Plusieurs programmes nationaux ont été entrepris pour sensibiliser, informer, éduquer la population en général. Nationaux pour sensibiliser, informer, éduquer la population en général, afin que cette pratique puisse être stoppée. C'est la 4e initiative. Une multitude de comités ont été créés et mis en place. Il y a un comité national, mais dans les zones les plus éloignées de la République de Djibouti existent des comités pour militer contre cette cause. Et dans son discours, la vice-présidente de l'UNFD l'a rappelé. Elle a dit qu'il existe plus d'une trentaine de comités dans les villages les plus éloignés pour militer contre cette pratique. Récemment, le thème des MGF a été intégré dans le programme scolaire et dans la matière qui s'appelle Sciences de la vie et de la terre. Dès la 8e année et 9e année, anciennement appelée 4e et 3e, aujourd'hui un enfant de l'âge de 14 ans sait que ces pratiques sont néfastes et affectent la jeune fille. Le ministre de l'Énergie, M. Younis Al-Ghedi, en présence du secrétaire général Mohamed Kilowaes, ainsi que le directeur général de l'UDD, M. Jam Al-Ghele, a accueilli jeudi dans son cabinet une délégation de la Banque mondiale composée de M. Eric Magnus Frenstrom, chef de la délégation, et de M. Emmanuel Pi, consultant, ainsi que M. Alain Bourguignon, consultant. Lors de cette visite de travail, la Banque mondiale et l'EDD ont donné une mise au point sur l'avancement du projet d'électrification durable. Ce projet s'insérant dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration du taux d'électrification s'inscrit dans la poursuite des efforts déjà engagés par le gouvernement de la République de Djibouti et ses partenaires au développement, en particulier la Banque mondiale.
Le ministre a obtenu la garantie des parties prenantes de l'accélération des travaux afin que le projet évolue positivement et que plusieurs ménages bénéficient de l'électricité. Se réjouit quant à l'assistance de la Banque mondiale dans les enjeux du secteur de l'énergie à Djibouti. Autre actualité, le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture, M. Mohamed Hassan Barre, est en visite au Caire, un entretien avec le ministre égyptien de la Culture, Mme Inès Abdeldaïm, au cours duquel les deux responsables ont mis l'accent sur la nécessité de donner une nouvelle impulsion aux relations culturelles dans les deux pays frères. Ces rencontres s'inscrivent aussi dans le cadre de la mise en œuvre du suivi du protocole d'accord signé entre les deux ministères. L'entrevue s'est déroulée en présence du chargé d'affaires de notre ambassade au Caire, M. Mohamed Ibrahim Roble, du conseiller du ministre Chouaib Al-Djel et du directeur de la culture de Ali Hassan Ahmed. Le ministre a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux tout en félicitant de la bonne réussite de la tenue de la première édition du festival organisé à l'initiative de l'Organisation de la coopération islamique. Les deux ministres ont discuté des voies et moyens pour renforcer davantage la coopération culturelle, l'assistance technique, notamment dans le domaine de la gestion des bibliothèques, des musées, aussi dans la promotion des arts à travers l'appui technique de l'Institut djiboutien des arts. Le ministre Mohamed Hassan Barre a fait un tour d'horizon de la politique culturelle de son département en abordant les grands projets en cours de réalisation visant à revaloriser la place du patrimoine culturel djiboutien. Autre actualité toujours, une délégation conduite par le secrétaire général de la primature de la République de Djibouti, M. Negib Abdallah Kamil, a effectué une visite de travail au Japon du 5 au 9 février. Le secrétaire général de la primature était accompagné de l'ambassade de Djibouti à Tokyo, M. Ahmed Arita Ali, le directeur de l'aéroport international d'Ambouli, Sharma Ake Mohamed, et deux conseillers de l'ambassade de Djibouti à Tokyo, Hassan Ibrahim Ahmed et Ahmed Daoud Mohamed. Le chef de mission s'est entretenu le mardi 5 février avec le vice-ministre parlementaire des Affaires étrangères du Japon, M. Kenji Yamada, et le directeur général Kato Ruichi, responsable de l'Afrique pour l'Agence internationale de coopération du Japon, la JICA. Les échanges ont porté principalement sur les voies et moyens de consolider et renforcer les relations entre les deux pays. Il a notamment été question d'encourager les entreprises japonaises à investir à Djibouti. Le mercredi 6 février, le secrétaire général s'est entretenu avec Kentaro Soanera, conseiller spécial du Premier ministre. Lors de cette rencontre, M. Negib et son interlocuteur se sont félicités de l'excellence des relations entre Djibouti et le Japon. La discussion a par la suite été portée plutôt principalement sur la construction d'un nouvel aéroport international. Son Excellence a accueilli favorablement à l'idée de ce projet en faisant savoir qu'il va se rendre à Djibouti prochainement, accompagné d'experts qui se pencheront sur la faisabilité de ce projet. Le secrétaire général a participé à un déjeuner de travail avec M. Yamada, vice-ministre des Affaires étrangères. Ce dernier était bien au fait de la situation de Djibouti, de l'importance du rôle crucial, stratégique de notre pays. La discussion a également été portée sur la condition des relations entre les deux pays et la préparation de la TICAD qui se tiendra à Yokohama fin août 2019. Santé à présent. Hier matin a eu lieu une opération en neurochirurgie lourde sur une patiente de 28 ans qui présentait depuis 5 mois un syndrome d'hypertension intracrânienne allant jusqu'à la cécité. Ces patients présentaient une tumeur de la fosse cérébrale dite l'astrocytome. Cette opération, qui est une première dans notre pays, s'est déroulée dans le bloc opératoire de l'hôpital Pelletier et a été réalisée par le médecin neurologue franco-malien Dianka et son homologue djiboutien. L'opération s'est déroulée correctement durant plusieurs heures et a été un franc succès. Cela illustre les bonnes collaborations qui existent au niveau de l'hôpital général Pelletier dans les médecins spécialistes étrangers et locaux. Dr Dianka, neurologue, à l'hôpital général Pelletier, a indiqué que cette opération avec un patient présentant une tumeur cérébrale est une première en République de Djibouti, a-t-il dit. Dans son intervention, et cela est dû à l'amélioration du plateau technique des différents blocs opératoires de l'hôpital, Dr Diakata a fait appel à tous les Djiboutiens présentant le même symptôme de venir plus rapidement possible pour consulter et faire un bilan médical. Du plateau technique, nous avons acquis nous avons acquis actuellement des matériels qui nous permettent d'opérer ce genre de malades. Donc l'appel que j'ai à lancer à la population, donc tout patient ou toute personne qui a les mêmes symptômes, des vomissements, des maux de tête qui ne s'arrêtent pas avec le traitement médical, donc j'appelle la population à consulter rapidement pour qu'on fasse un bilan radiologique et si malheureusement il y a des tumeurs, qu'on puisse les opérer rapidement, qu'on n'arrive pas à des cas de cécité totale, de perte de la vision complète. Donc c'est un patient chez qui on va enlever la tumeur, Inch'Allah.
archéologie à présent, à l'instar de deux laboratoires mis en place récemment au sein du CERD. Un centre de conservation des produits des fouilles archéologiques sera opérationnel au sein de l'Institut de recherche archéologique et historique HIRA du CERD bientôt. Le directeur de l'IRA, M. Salah Zakaria, a engagé une mission d'expertise avec les archéologues français, Xavier Guterres, pour la mise en place du centre de conservation des mobiliers archéologiques qui proviennent de toutes les fouilles menées à Djibouti par les missions étrangères, françaises, en majorité aussi américaines. Actuellement, ces produits sont en majorité stockés en France, à l'Université de Toulouse, grâce aux efforts du professeur Guterres. Une fois la mise en place du centre de conservation, le directeur de l'ILA, Salah Zakaria, projette d'engager un partenariat avec les partenaires pour la restitution à l'État djiboutien, plutôt l'ensemble des collections archéologiques et paléontologie qui avaient été exportées à titre temporaire pour études en France et les autres pays. Ça peut être des fragments de poterie, ça peut être de l'outillage en pierre taillé, ça peut être des ossements d'animaux, ça peut être aussi des ossements humains quand on étudie des sépultures antérieures à l'islam, bien entendu, des éléments de parure, les ossements d'éléphants qui datent de 1,5 million d'années environ. Pendant de nombreuses années, les directeurs successifs de l'Institut d'archéologie du CERD nous ont demandé de conserver, d'exporter en France pour étude ce matériel, et de le conserver tant que les conditions n'étaient pas réunies pour le rapatrier. Donc les conditions, elles sont, je pense, réunies aujourd'hui. À savoir que déjà, nous sommes dans ce local qui, au CERD, a été affecté aux recherches archéologiques. C'est-à-dire que c'est un lieu où on va réunir tous ces objets. Et donc, ça sera un lieu où ces objets seront conservés dans de bonnes conditions, donc sur le long terme, et où les chercheurs, les étudiants, pourront venir travailler pour étudier ces objets. Donc c'est très important, c'était absolument un outil absolument nécessaire et on va pouvoir réaliser ça un délai de 2 ans maximum. La délégation de l'Union européenne à Djibouti a invité hier après-midi les principaux médias du pays pour un déjeuner presque au Sheraton Hotel. Cette rencontre qui a été présidée par l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, M. Adam Koulash, s'est déroulé en présence notamment des journalistes de la Nation, de la radio-télévision de Djibouti, de Djiblef, ainsi que les journalistes Al-Qarn. Au cours du déjeuner, l'ambassadeur Koulash a présenté les projets financés par l'Union européenne en République de Djibouti et dans la région. Il a rappelé le rôle important de l'Union européenne dans le développement socio-économique de notre pays. Dans son discours, l'ambassadeur de l'Union européenne a déclaré que la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères de la politique de sécurité se rendrait à Djibouti le 13 février prochain. Au cours de cette visite du premier du genre, réunissant Frédéric Monderguini discutera avec les autorités djiboutiennes des moyens de développement des relations distinctes entre Djibouti et l'Union européenne. Passe en page sport pour clore l'actualité nationale. Le stade Goulet et le centre technique national a abrité cet après-midi le 4e match dans le cadre de 8e finale de la Coupe de Djibouti. Hussein Aoulet est avec nous sur le plateau. Nous allons dire sur le résultat de ces matchs. Oui, donc effectivement, Samatar, il y a eu 4 rencontres dans le 2 stades. Le premier match a opposé à ça, c'est Djibouti Telecom face FC Dikil. À ça, c'est Djibouti Telecom a dominé effectivement la rencontre et a battu sur un score sévère de 5-1 grâce d'un doublé de son attaquant Ali et d'un triplé du Fataï. Également dans l'autre rencontre opposée, Arta Solar 7 face à l'équipe de City Stade. Également la rencontre s'est soldée sur un score de 4-0 en faveur de l'équipe Arta Solar 7. Également la qualification de SDBK 2 pour le quart de finale. Le SDBK 2 a battu AIC Kartilé sur Tirobi. Et enfin Université de Djibouti a éliminé ACS Hayablé sur un score de 5-0. Et la suite pour demain, Hussein, qu'en est-il? Demain, on aura 4 rencontres au programme. FC GR6 affronteront demain ASC Genjago et CDC Anguilla affronte le FC Gendarmerie, IAD vs AS Sport et ASC Boroaro face à SDC Groupé. Pour le moment, Samatar, ASC Djibouti Telecom, Arta Solar 7, SDBK 2 et Université de Djibouti, ils sont qualifiés
pour la suite de la compétition. Les tirages au sort du quart de finale est prévu donc le 11 février prochain, donc vers 18h au CTN, Centre Technique National ou le stade municipal. Merci Hussein Aled pour ces explications dans la page sportive. Et en nouvelles du monde, les partis en guerre au Yémen se sont engagés jeudi à respecter le cessez-le-feu à Hodeida, principale entrée maritime dans le pays. Mais ils doivent encore approuver un accord préliminaire, a indiqué l'ONU. 4 jours de discussion sur un navire aux abords de Hodeida. Un compromis préliminaire a été accepté par le gouvernement yéménite et les rebelles houthis pour un début de redéploiement des combattants dans la ville portuaire de l'ouverture du couloir humanitaire, a annoncé hier le porte-parole de l'ONU, Stéphane Djoukharik. Ce compromis a été obtenu par la mission de l'observation de l'ONU de la trêve en vigueur depuis décembre. Il va être soumis par les partis et leurs dirigeants, a indiqué le porte-parole. De nouvelles discussions avec les 2 parties sont envisagées la semaine prochaine par l'ONU, avec l'objectif de finaliser les détails de redéploiement pendant 4 jours. Les parties ont travaillé ensemble de manière constructive pour résoudre les questions pendant sur un redéploiement mutuel des forces et l'ouverture de couloirs humanitaires, a précisé Stéphane Djoukharik. Néanmoins, il reste des défis à relever, notamment en raison de la complexité des lignes de front actuelles, a-t-il ajouté. Sur demande d'assistance du président Idriss Déby, les avions de l'opération française Barkhane ont procédé au début du mois de février à des frappes controversées pour stopper une incursion au Tchad. Une intervention d'envergure de l'armée française vient avoir lieu au Tchad. Du 3 au 6 février, des Mirage 2000 de forces armées françaises sont intervenus dans le nord-est du Tchad en coordination avec l'armée tchadienne, de façon à contrer l'incursion d'une colonne armée en territoire tchadien, a indiqué le communiqué publié hier par l'état-major des armées. En revanche, le document ne donne aucune précision sur la mystérieuse colonne armée partie de Libye, ciblée par l'armée française, si n'est que celle-ci était, selon Paris, de nature à déstabiliser le Tchad. Or, ce sont des avions de l'opération Barkhane, dont le QG est basé à N'Djamena, qui ont procédé à la série de frappes. Cette action ne s'inscrit pas dans le cadre de l'opération Barkhane, a indiqué le ministère des Armées. En Centrafrique, une commission vérité-justice, réparation de réconciliation sera mise en place dans un délai de 90 jours en Centrafrique, selon un accord de paix conclu entre le pouvoir à Bangui et le groupe armé. Celle-ci sera chargée de qualifier et de proposer toute action susceptible d'être prise en matière de justice. Les signataires s'engagent en outre à mettre en place des unités mixtes de sécurité pour une durée de 24 mois, composées de soldats de l'armée régulière, des combattants des groupes armés ayant suivi une formation adéquate de 2 mois. La question de l'armistice pour les chefs de groupes armés, longtemps réclamée par ceux-là, n'est pas évoquée dans cet accord négocié à Khartoum pendant et signé à jeudi à Bangui, mais dont le contenu n'avait pas été rendu public. Et enfin, au Venezuela, les premiers camions d'aide humanitaire américaine destinés au Venezuela mais refusés par le président Nicolás Maduro sont arrivés à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, tandis que les pays du groupe de contact international ont appelé à une élection présidentielle libre, escortée par la police colombienne et ovationnée par une poignée de migrants vénézuéliens. Une dizaine de véhicules transportant notamment des aliments non périssables sont entrés hier dans le centre de stockage installé près du pont international de Tienditsas, dans la ville frontalière avec Cúcuta. Cette aide intervient à une réponse à l'appel à l'aide du chef du Parlement, l'opposant Juan Guaidó, qui s'est autoproclamé le 23 janvier président intérim du Venezuela. M. Guaidó est reconnu comme tel par une quarantaine de pays, dont les États-Unis. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de suivre tous les jours l'actualité sur la première chaîne nationale. Bon week-end à vous.